Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des objets mystiques et sacrés. Les objets sont profondément magiques, ils exercent une force sur notre rapport à celui-ci. Un objet magique, un objet sacré, mystique, un fétiche, une aura les entoure. Des objets sacrés, magiques, spirituels existent dans de nombreux contes. Les bottes de Celtlieu, le miroir dans Blanche-Neige, la lampe merveilleuse et le tapis volant. Dans Harry Potter, le livre des animaux fantastiques d'Hagrid, et qu'il faut caresser pour l'ouvrir et le lire. L'épée stylo de Percy Jackson, pouvant rappeler les sabres laser de Jedi. Ou encore, l'anneau du Seigneur des Anneaux, qui possède à lui seul l'attraction ultime qui pervertit leurs possesseurs tout en leur donnant un pouvoir de domination. Dans l'histoire de l'art. Dans l'histoire de l'art et des civilisations, de nombreux types d'objets possèdent cette force magique et mystique. En Europe, il existe de nombreux objets sacrés, comme les reliquaires, qui sont des boîtes ou coffrets précieux destinés à abriter une ou plusieurs reliques. Les reliques étant des restes, des ossements de héros, de saints, ou des objets leur ayant appartenu auxquels est attaché un caractère sacré. Les reliquaires sont donc destinés à conserver les restes matériels de saints personnages ou d'autres objets sanctifiés par leur contact, comme des bâtons, des épées ou des couronnes. Par exemple, la sainte lance ayant appartenu à Longinus, qui s'en serait servi pour vérifier si le Christ était mort et serait ainsi entré en contact avec son sang. La lance est donc une relique, mais aussi un des principaux insignes impériaux des rois et empereurs du Saint-Empire. Sa possession donnait au prince régnant une légitimité reçue de Dieu, visible par tous. En Afrique, des pouvoirs magiques sont prêtés aux reliquaires, réalisés dans des matériaux divers tels que le bois, le cuivre, l'os ou le fer. Par exemple, la statuette de gardien de reliquaire d'Mbulu Ngulugota. Cette sculpture a certainement surmonté une boîte reliquaire contenant des ossements de défunts et des substances magiques. Il existe également des reliquaires bouddhistes, des reliquaires islamiques et des reliquaires profanes. Du XXe siècle à nos jours. De nos jours, l'objet magique, l'objet fétiche, s'étend à bien des domaines. Ce mot apparaît au sein de l'histoire de la colonisation africaine. L'objet fétiche est ainsi lié à la magie, au sortilège, à un objet enchanté, propice à la superstition. Culturellement, le terme fétiche participe à notre regard porté sur l'autre. Pour les surréalistes, mouvement artistique théorisé par André Breton en 1921 et qui, caractérisé par l'exploration de pratiques qui utilisent l'irrationnel, l'aléatoire et libèrent l'inconscient comme l'écriture automatique, les cadavres esquis, la création sous l'emprise de drogue, etc. Et André Breton, tout particulièrement, était attiré par ce qu'il appelle les objets dieux, qui disposent, selon lui, d'un pouvoir créateur. Les œuvres d'artistes du collectif Atis Résistant, dont font partie, entre autres, André Eugène et Guetto Jean-Baptiste, sont des œuvres dans l'esprit vaudou. L'objet fétiche fait la transition entre les vivants et les morts. Il incarne la duplicité du monde profane et sacré. Ainsi, les artistes voient dans les objets fétiches plus que des objets, mais des choses, c'est-à-dire des objets dont la réalité ne s'épuise pas dans la matérialité. Mirjam Elbern utilise des techniques artisanales anciennes, par exemple le feutrage ou la couture, pour créer des objets faits de matériaux trouvés et souvent de cheveux humains. Elle s'intéresse aux histoires et aux expériences derrière le matériel. Il s'agit du changement constant de la nature imprévisible. Elbern entre en contact avec toutes les images et histoires dans un matériau ou un espace en le déchirant et en le cousant ou en le feutrant à nouveau. Mindy Yann Miller réalise un talisman avec différents objets de récupération. Une perruque, une canette de coca et des perles. L'assemblage devient un talisman, un objet magique et spirituel pour l'artiste. Elle favorise le travail à la main et la fabrication de curiosités, annonçant une sensibilité différente quant à l'objet et à son pouvoir d'évocation. Les objets de Judith Scott sont, eux, montrés comme des objets magiques, puissants. Elle montre une pratique de la sculpture désinvolte à l'égard du tissage et des formes traditionnelles.
Elle cherche à faire honneur à une image inédite. Cette forme nouvelle est très libre de sculptures textiles et traduit la part d'inventivité et de créativité de l'artiste, qui, dès l'achèvement d'une œuvre, s'en désintéressait pour en débuter une nouvelle. L'œuvre d'art possède toutefois une valeur d'échange. Il n'est plus alors question d'objet banal, à moins que cet objet soit intégré à l'œuvre ou mis en représentation dans une œuvre. Il faut alors distinguer deux types d'objets, l'objet design et l'objet d'art. L'objet de design est lui utilitaire, il a une fonction. Il est conçu par des designers qui inventent de nouvelles formes, utilisent des innovations techniques et technologiques. Il offre des qualités esthétiques qui peuvent parfois toucher les cinq sens, la vue, le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat, pour mieux séduire le consommateur. Il est présent dans notre vie quotidienne, il peut s'acheter dans le commerce. L'objet d'art, lui, avait une fonction utilitaire ou décorative, mais est devenu aujourd'hui le témoin d'une époque, parce qu'il est représentatif d'un mode de vie, ou parce qu'il est attaché à un événement historique. Il fait partie du patrimoine. Il est exposé dans des musées, dans des lieux patrimoniaux, des châteaux, des demeures de personnages célèbres, ou dans des collections privées. L'objet sacré, lui, véhicule des idées. Il illustre des rituels, et l'objet d'art gagne ce statut par sa présence dans un nouveau genre d'église, l'espace muséal. Pina Delvaux réalise à partir de 1987 des boîtes contenant de multiples petits éléments. Son monde, très personnel, est peuplé d'objets orphelins, de poupées anciennes, de morceaux de vêtements de tissu, de petits jouets. Ces boîtes s'apparentent à des reliquaires dédiés aux souvenirs d'enfance, comme des autels dressés aux peurs de l'abandon et de la séparation, aux rêves de mort et de maternité, des objets précieux où chacun verra à lui seul ses secrets révélés. De manière différente, Géfand de Villiers, avec Souffle d'écorce ou Les dernières forêts en marche, reproduit une marche sacrée, religieuse, s'inspirant des fétiches africains, faits de matériaux bruts issus des arts premiers. Il réalise une série de photographies pour faire vivre cette marche au-delà de l'objet physique. Pascal Tassigny réalise lui 2 vidéos dans lesquelles l'artiste a filmé des lieux de prière, où l'irrationnel a une place de premier choix. La maison de Marie à Éphèse est un lieu de prière catholique, fréquenté par des musulmans. Il a une étonnante fusion des religions autour d'un même objet de dévotion, la Vierge Marie. Une des vidéos montre un étonnant rituel où des centaines de femmes, venues prier à cause de leurs difficultés à enfanter, marchent jusqu'à la Vierge en déroulant des kilomètres de fils colorés. Au-delà de la dimension religieuse, ces fils entrelacés sont une très belle métaphore de la fécondité et témoignent de la quête et des désirs de ces femmes. Pascal Tassigny a recueilli ces fils et les expose en une masse fourmillante et colorée qui s'étale sur plusieurs mètres. Il s'agit pour l'artiste non pas de montrer un objet sacré, mais un objet réceptacle, difficilement qualifiable, informe, dont les croyances et le pouvoir symbolique dépassent son statut matériel premier. L'objet situé dans un environnement est alors mis en scène par le jeu de dispositifs variés, en 2 et en 3 dimensions. Qu'il soit magnifié ou banalisé, exposé ou collectionné, qu'il incarne un constat ou initie une fiction, il permet de développer la réflexion sur l'observateur. Que regarde-t-il ? Comment doit-il regarder ? Restez créatifs. Au revoir.